Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille un invité de marque. Vous êtes beaucoup à nous l'avoir demandé sur le podcast. Ça fait longtemps que j'avais pensé à lui. C'était dès le départ dans les petits papiers. J'avais pensé à Rémi. Donc Rémi, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. On va avoir une bonne heure de podcast qui va être assez intéressante, je pense. Rémi, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui vivent dans une grotte, les kinés qui ne te connaissent pas. Je te laisse t'introduire, on va dire. Ok, salut Thomas déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je me présente, Rémi Lancou, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. J'exerce sur Paris auprès de combattants, de MMA, de boxeurs professionnels et en individuel avec des joueurs de foot. Et en parallèle de ça, je suis kiné et préparateur physique pour la sélection nationale algérienne de football. Voilà dans les grandes lignes. Ok, alors pour remettre un petit peu dans le contexte, là on est début février, le podcast il va sortir je pense en avril parce que j'ai de l'avance et voilà, je balance pas tout d'un coup, et puis une fois par semaine c'est largement suffisant. Là tu es à Dubaï si je dis pas de bêtises. Non, non, j'étais censé être au Qatar avec un joueur de foot, mais on a dû annuler pour des raisons de calendrier. Donc là, Ok, pour l'instant, je suis à Paris jusqu'au début de semaine prochaine. ok, ça marche. Donc tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Nous on s'est jamais rencontrés en vrai. Ça ne serait tardé, je pense, on se croisera forcément. Et moi je t'ai invité sur le podcast parce que voilà, tu fais des choses qui sont très différentes de la moyenne des kinés, on va dire, et t'inspires pas mal de kinés et de sportifs aussi évidemment parce que tu as, un gros impact quand même sur les réseaux sociaux. Tu es suivi par pas mal de monde et il y a beaucoup de jeunes kinés ou de moins jeunes qui sont inspirés par ce que tu fais, la façon dont tu as développé les choses qui sont un petit peu, voilà, comme je disais, différentes de la moyenne. Comment tu travailles actuellement? Quelle est ta différence, on va dire, avec un kinésithérapeute lambda? Je mets des gros guillemets là-dessus, hein, mais quelqu'un qui ferait voilà, 8h, 20h à son cabinet, entièrement libéral, entièrement conventionné, etc. Comment toi, tu fonctionnes? Alors, déjà, moi, le 8h, 20h au cabinet, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et j'ai basculé petit à petit vers de la préparation physique. C'est-à-dire qu'au début, je faisais exclusivement de la kiné du sport, donc du matin au soir en libéral. En parallèle de ça, je m'occupais d'équipes sportives, de différentes équipes. Et petit à petit, j'ai intégré des créneaux de préparation physique à mon activité en libéral. Et actuellement, je ne fais quasiment que de la préparation physique. Je continue à faire des soins en kiné, mais dans le cadre vraiment du suivi de la performance. Donc, ça va plus être des soins de récupération, si tu veux, des séances de prévention de blessures et ou de la kiné avec les athlètes que je prends en charge individuellement. Voilà, parce que c'est vraiment la partie dans laquelle je m'éclate le plus. Donc, si tu veux, j'ai switché d'une activité classique en libéral à une activité déconventionnée avec maintenant une grosse proportion de préparation physique. Voilà, donc actuellement, je jongle, si tu veux, entre mon travail en équipe nationale, donc avec l'équipe d'Algérie, et mon activité à Paris où j'encadre donc des combattants et des boxeurs en ce qui concerne la préparation physique, la récupération, des soins kinés quand il y a besoin de changer de casquette. Euh, voilà, et des déplacements donc souvent à l'étranger avec des joueurs de foot pour des prises en charge en individuel. Et ça, c'est quasiment exclusivement de la préparation physique aussi. Ok, c'est super intéressant. Il y a pas mal de gens qui veulent se lancer là-dedans. Tu vois, moi, actuellement, je fais deux demi-journées à mon cabinet en conventionné classique, encore parce que je garde un pied dedans. Je ne sais pas si je vais garder un pied dedans très longtemps ou pas, mais j'essaie quand même de rester comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui se dirigent là-dessus. Euh, Comment tu as fait quel a été le déclic pour te dire j'arrête les soins conventionnés, j'arrête de prendre des patients à la demi-heure. Alors, je vais être très limité quand je parle de ça, hein, tu vois. C'est pour que les gens s'imaginent un travail de kiné, on va dire lambda, encore une fois. Quand est-ce que tu t'es dit, je coupe ça et je me lance
totalement dans la préparation physique. On va revenir après sur le fait que tu sois le kiné de l'équipe nationale algérienne. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, bah, vas-y, je coupe complètement cette activité qui est quand même vachement sécurisée, dans le sens où quand tu es kiné actuellement, tu vois, quand tu es kiné, quand tu as ton cabinet, etc., c'est facile d'avoir des patients. On va pas se mentir, surtout à Paris, c'est pas très compliqué d'avoir du monde. C'est un métier qui est vachement stable, on va dire. Mais même si tu es mauvais, tu peux avoir du monde. Donc, ça, c'est un petit peu un problème d'ailleurs. Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu t'es lancé dans cette activité qui est potentiellement un petit peu plus difficile d'un point de vue financier et d'un point de vue responsabilité, parce que c'est à toi de développer ton business, tu deviens quelque part commercial, c'est pas du tout un terme péjoratif pour moi, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins simple d'un point de vue financier et d'un point de vue responsabilité que d'avoir un cabinet. Comment tu as fait? Bah, la première des choses, déjà, c'est que j'ai toujours été drivé par la passion, plus que, que par l'argent. Et en effet, comme tu l'as dit, c'est très confortable hein, pour un kiné et rempli du matin au soir et de gagner sa vie comme ça. C'est vraiment un luxe. Hein, d'accord. On, on le sait, un kiné au chômage, ça, ça n'existe pas. Euh, Deux choses. Déjà, j'ai basculé progressivement donc, de la kiné classique à de la préparation physique et même à des soins déconventionnés. Et comme je me suis déplacé de plus en plus, c'est-à-dire que même avant de travailler en sélection, j'allais voir des joueurs à l'étranger, je prenais en charge des athlètes des fois dans les quatre coins de la France. Et le déclic, ça a été la sélection. C'est-à-dire que quand je suis parti en sélection de l'équipe A', j'ai même fait les U23. Et donc, du coup, j'avais de moins en moins de temps à consacrer à mes passions. Et si tu veux, c'était pas forcément sérieux de commencer. J'ai fait le choix un peu grâce à la sélection, d'arrêter complètement mon activité classique, classique en libéral. Mais comme tu l'as dit, il y a une part de risque là-dedans, hein, dû au confort que l'on peut avoir lorsque l'on travaille en libéral en cabinet. Mais j'ai fait le choix vraiment de m'épanouir. Voilà, j'ai fait le choix, si tu veux, de la passion, de l'épanouissement personnel. Bah, ça, c'est super important dans le sens où de toute façon, si tu n'as pas la passion et la motivation de faire les choses que tu aimes, ça n'a aucun sens parce que financièrement parlant, c'est pas, la différence, elle n'est pas forcément énorme. C'est surtout le plaisir que tu prends à faire ce taf qui est quand même différent au final d'un travail de kiné. Encore une fois, je vais mettre ça entre guillemets, lambda. Comment tu es rentré dans la sélection? Comment ça s'est passé pour qu'on te propose tes salariés, j'imagine, du coup? Ouais, de la sélection algérienne. Et comment ça s'est passé? Ben, sur recommandation d'un kiné qui bossait déjà là-bas, qui est un super ami. Et suite à sa recommandation, le coach m'a appelé en 2019. C'est le stage d'avant la CAN 2019. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Ok. Et ça fait combien du coup, 2019, ouais, ça fait plus de 3 ans maintenant. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ça fait 3 ans là. On va faire 3 ans. Co- Combien de fois t'es appelé dans l'année? Enfin, combien de déplacements tu fais là-bas? En gros, hein, pour faire simple, parce que je Alors, il y a pense que c'est pas tout le temps pareil. il y a les, ouais, ouais, il y a les dates FIFA, donc on a un calendrier. Tu vois, il y a la CAN janvier-février, ensuite on a un rassemblement fin mars, ensuite on a un rassemblement en juin, ensuite en août. Donc voilà, c'est les dates FIFA, si tu veux, c'est les trêves internationales, comme pour toutes les sélections. C'est exactement les mêmes que pour l'équipe de France. Euh, voilà, donc il y a toutes les dates FIFA, plus les compétitions internationales, donc la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère, à l'heure où le podcast sortira, on saura si l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde ou pas. Donc on a un match barrage fin du mois de mars pour tenter de se qualifier à la Coupe du Monde. Ok, donc c'est quand même assez régulier. Les joueurs, tu les suis personnellement ou est-ce qu'il y en a que tu découvres à chaque sélection? Forcément, il y a souvent des nouveaux, etc., que tu connais pas, mais est-ce que tu as un gros noyau de joueurs que tu suis régulièrement à distance ou autre pour toi les aider, les orienter, etc. Ouais, on essaye qu'il y ait une vraie continuité entre le travail que l'on fait en sélection et le travail qui est fait à côté.
notamment le travail en club. On essaye vraiment de garder un œil sur l'état de forme de manière générale de tous nos joueurs. Donc, le gros des joueurs, hein, c'est les mêmes. Et bon, ça, c'est clairement le choix du sélectionneur. Et en parallèle de ça, je travaille avec certains joueurs de l'équipe nationale en indiv. Et là, c'est vraiment hors sélection. Donc, je me déplace. Tu vois, là, je devais être au Qatar avec un joueur qui évolue en équipe nationale. Là, je vais aller voir un joueur en Angleterre mardi. Et voilà. Ouais, donc, on va essayer vraiment de garder un œil sur ce qui se passe toute l'année. C'est super important qu'il y ait une continuité entre ce que les joueurs font en club et ce que les joueurs font en sélection. C'est peut-être bien pour ça que ces joueurs en question, ils sont assez performants quand même. Tu vois, vu que tu les suis personnellement et que c'est assez stable pour eux, leur niveau de performance est assez régulier. Tu me dis si je me trompe, hein. Ouais, alors là, pour modérer un petit peu l'impact que j'ai sur leur état de forme, en tout cas pendant la saison, le principal, et je pense que c'est comme ça pour toutes les sélections, c'est que les joueurs jouent régulièrement. Donc, tous les sélectionneurs, ils ont besoin de joueurs qui ont du rythme. Dans le football, on joue toutes les semaines. Il y a même des joueurs qui enchaînent jusqu'à 3 matchs en une semaine. Et dans le football, le meilleur entraînement, c'est le match. Donc, ce que l'on a envie, c'est d'avoir des joueurs qui sont titulaires dans leur club respectif pour les retrouver en sélection voilà, dans leur meilleur état de forme. Si tu veux, quand on retrouve des joueurs sur certaines dates FIFA, on les a 3 jours et puis on enchaîne directement avec un match. Donc, ça laisse peu de place au développement de certaines qualités athlétiques en préparation physique, en tout cas. Et du coup, il y a un prépa physique dans l'équipe d'Algérie ou pas? Ou... Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. On a un entraîneur adjoint qui s'occupe de la préparation physique sur le terrain. Moi, j'ai en charge le travail de réathlétisation, le travail en salle de musculation et la prévention de blessures. Ok, donc le travail avec charge, avec barre, vraiment on va dire le strength conditioning, c'est toi qui le fais. Ouais, 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 complètement. Donc, La on a prépa tous les physique jours un créneau, qui est faite, c'est de la prépa par le préparateur physique, c'est de la prépa spécifique, quoi. voilà, la mise en place du travail aérobie, diriger l'échauffement, voilà, mettre en place le contenu des entraînements. Voilà. Et ça, on se concerte tous pour mettre en place ça. Ok, bon, très intéressant. Ceux qui sont amateurs enfin, qui ont envie du moins potentiellement un jour d'intégrer une équipe pro et encore mieux une sélection, ça va les intéresser, tout ça. Je vais en revenir un petit peu à toi personnellement. Je Mhm. sais que t'es un sportif depuis toujours. Quelle est ton expérience sportive? Quel est ton passif sportif? Et on va voir que ça met du lien dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, complètement. Donc, moi, je viens des sports de combat. Je pratique les sports de combat depuis tout petit. Et j'ai combattu en MMA. Voilà, j'ai 3 combats pro en MMA. Mon dernier combat était en 2009. Voilà, et ça a grandement impacté mon futur professionnel parce que j'ai commencé par prendre en charge dès la sortie de l'école de kiné des combattants pro de MMA. Voilà, j'ai pratiqué le CrossFit aussi longtemps. Quand je me cherchais un petit peu en ce qui concerne la préparation physique, j'ai commencé en 2011 à Toulouse. Voilà, et le CrossFit aussi m'a énormément apporté dans ma pratique en tant que kiné comme en tant que préparateur physique. Ok, est-ce que tu t'entraînes toujours actuellement ou pas du tout? Ouais, je m'entraîne. Alors, quand je suis en sélection, je m'entraîne peu, parce qu'en réalité, il y a peu de temps. Mais sinon, quand je suis en déplacement, je m'entraîne dans les gyms des différents hôtels. Et quand je suis sur Paris, j'essaye de continuer les sports de combat au moins 3 fois par semaine. Voilà, je continue à faire de la boxe, je continue à m'entraîner en combat au sol, en grappling, lutte à livrer. Voilà. Donc, ouais, j'essaye, c'est vraiment important pour moi, pour ma santé, pour ma crédibilité auprès de mes athlètes, pour continuer à apprendre aussi, parce qu'on apprend en s'entraînant, on apprend en testant les différents outils que l'on va proposer à nos athlètes. Donc, pour moi, s'entraîner, c'est très important. Et du coup, est-ce que tu as toujours des ambitions compétitives ou pas du tout? Tu fais juste ça justement pour rester, on va dire, dans le truc, tu vois, rester actif, rester crédible. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, tu l'as dit. Ou est-ce que voilà, tu as toujours dans le coin de ta tête des petites ambitions compétitives? Je rebondis directement parce que j'y pense sur ce que tu as dit. 2009, c'est quand même, ça fait assez longtemps. En soi, Mhm. le MMA était pas trop développé en France à cette époque-là. Donc, tu es un peu précurseur dans le truc. Moi, je me rappelle, à mon club de judo, il y avait des gars qui faisaient du sambo combat. À l'époque, ça commençait, un peu de pancrace, mais c'était très, très limité.
Et ça s'est bien développé depuis. Donc, tu étais quand même précurseur dans le truc et ça a amené pas mal de choses aujourd'hui. C'est peut-être, entre autres, pour ça que tu as réussi à développer tout un écosystème autour de tout ça. Moi, j'en reviens sur tes ambitions compétitives. Est-ce que tu en as ou pas? Alors, ouais, donc en effet, en 2009, c'était dur de trouver des combats. Moi, je combattais dans une organisation américaine qui s'appelait le Gods of War en Allemagne. Et en 2009, donc, je terminais mes études de kiné. Et si tu veux, c'était vraiment très difficile de s'entraîner 2 fois par jour, de faire ses études. Et à la fin de mon dernier combat, où je perds malheureusement par TKO, par KO technique, bah, j'ai fait le choix d'arrêter la compétition. Est-ce que j'ai encore des ambitions en compétition? Non, j'en ai pas, parce que je reste lucide. Si tu veux, pour le MMA, c'est pas comme pour le foot, c'est pas comme pour le CrossFit, où tu peux te faire des kiffs, tu vas, tu gagnes, tu perds, etc. Là, tu mets quand même ta santé en jeu dans la cage. Une fois que tu as combattu chez les professionnels, tu peux pas faire marche arrière. Donc, tu peux pas te faire une petite compétition de MMA le week-end comme tu pourrais te faire un match de foot. C'est très compliqué. Voilà. Par contre, j'essaye de continuer à mettre les gants avec les gars que j'entraîne. J'essaye de quand même faire des sparring régulièrement. Donc, voilà. C'est comme ça que je prends du plaisir maintenant. Mais la compétition, malheureusement, pour le MMA, c'est compliqué. Voilà. Alors ça, c'est sûr, ceux qui n'ont jamais fait de combat et qui écouteront ce podcast, ça va être difficile de comprendre, mais je vais dire dégâts, c'est un grand mot, hein, parce que ce serait un peu aller dans le sens de ceux qui pensent que c'est un sport violent, un sport de sauvage, ce qui n'est absolument pas le cas. Les dégâts physiques sont quand même beaucoup plus importants que, je sais pas, une contusion au foot ou un truc comme ça. Forcément, ça a plus d'impact sur le corps et les périodes de récupération sans combat, etc., doivent être un peu plus longues lorsqu'on fait un vrai combat. J'ai jamais combattu, moi, dans la cage. Moi, je suis judoka, donc j'ai fait beaucoup de combats de judo, évidemment, mais j'ai jamais combattu dans une cage, donc je peux pas te dire ce que c'est effectivement, mais à mon avis, ça doit être quand même sacrément impactant. Comment toi, à l'époque, hein, je vais revenir à l'époque de 2009, tu faisais tes études de kiné, tu t'entraînais à côté, etc. Bon, les études de kiné, on va pas dire que c'est les études les plus dures du monde. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est pas non plus excessivement compliqué. Ça te laisse le temps de t'entraîner à côté, donc ça, c'est super. Comment tu vivais le fait que déjà ce sport à l'époque, il était un petit peu en marge? Tu vois, à mon avis, tu dois avoir des petites réflexions de gens qui disaient ouais, c'est de la bagarre, c'est n'importe quoi, vous frappez au sol, etc. Comment tu vivais le truc? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. On a la chance que ce soit passé, euh, je veux dire, un sport officiel d'un point de vue fédération, etc. Il y a quelques mois. Ça fait plus d'1 an maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Comment tu C'est ça, vivais c'est le truc ça. à l'époque et comment tu l'expliquais aux ignorants, on va dire? Alors, si tu veux, à l'époque, on n'appelait même pas ça le MMA, le Mixed Martial Arts. Donc, ça, Le c'est free fight. une terminologie qui est moderne. On appelait ça le combat libre, le free fight, ou encore le Vale Tudo. C'était la terminologie brésilienne. Et donc, si tu veux, ça éveillait pas mal les curiosités. Il y avait pas mal d'idées reçues en plus. Et il y avait certaines organisations dans lesquelles les règles étaient encore moins structurées. Il y avait encore plus de choses qui étaient permises dans la cage. Donc, si tu veux, c'est surtout que ça a éveillé les curiosités. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là, d'essayer d'éduquer les gens. Et puis, en général, quand ils comprennent que c'est un sport encadré, qu'il y a des règles, qu'il y a des catégories de poids, voilà, en général, ça se passe bien. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été vu comme un peu comme un sport de sauvage. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, on se rend compte que les athlètes qui performent, c'est des mecs qui gèrent leur physique et leur entraînement et leur combat d'une manière vraiment incroyable. Et au final, il n'y a pas tant de coups que ça quand tu regardes un combat. Si tu Ouais, comptes le nombre de strikes, c'est pas énorme. on m'a encore envoyé une vidéo hier. Tu peux gagner un combat de MMA sans prendre un coup, sans mettre un coup. Hein, si tu emmènes ton adversaire au sol et que tu le soumets avec un étranglement, avec une clé de bras, tu connais ça avec le judo. Voilà. Tu prends beaucoup moins de coups qu'en boxe anglaise, par exemple. Les formats de combat, ils sont plus courts, hein. On est sur du 3 fois 5 minutes. Et on ne combat pas beaucoup dans l'année. Voilà. Quand on a un combattant pro qui combat 3 4 fois dans l'année, c'est déjà beaucoup. On est très content. Voilà.
Est-ce que, je connais la réponse, mais je vais poser la question pour faire genre, je ne sais pas. Est-ce que tu as des combattants qui sont un peu en tête d'affiche dont tu t'occupes vraiment sur une partie très globale où tu prends en charge beaucoup de choses, plus que la récupération, vraiment la préparation physique, un petit peu de travail mental, le cutting, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça se passe? Comment tu as développé le truc? Comment ils sont venus te chercher? Est-ce que c'est toi qui allais les chercher? Est-ce que c'était sur recommandation comme pour l'équipe d'Algérie, etc.? Alors, j'ai de la chance, hein, comme je viens du monde du MMA, comme il n'y a pas énormément de kinés, je pense qu'à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé à exercer, pratiquer le MMA, connaissait le MMA, instinctivement, hein, les combattants sont venus vers moi. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense que je me suis fait un petit nom dans le milieu. Et donc maintenant, j'encadre beaucoup de combattants pros qui évoluent dans toutes les organisations mondiales, donc l'UFC, le Cage Warrior, le Bellator, etc. Certains combattants, avec certains combattants, je fais vraiment tout. C'est-à-dire, je fais la partie préparation physique, je fais la partie kiné, je fais la partie récup, je m'occupe aussi du cutting. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le cutting, c'est la phase de régime et la phase de cutting hydrique qui permet aux combattants de faire le poids, donc la pesée, hein, qui a lieu en général sur les grosses organisations 36 heures avant le combat. Et puis parfois, je me retrouve même dans le coin de la cage pour coacher. Donc j'ai vraiment voilà, une prise en charge très globale avec pas mal de combattants et d'autres combattants avec qui je fais que de la kiné, d'autres combattants avec qui je fais que de la préparation physique. Voilà. Quelle est la limite que tu t'imposes justement dans le coaching, dans le sens où tu me dis des fois tu es au bord de la cage, etc., pour donner des conseils, sachant que toi, t'es pas, t'es pas entraîneur, tu n'es pas forcément leur entraîneur numéro un et que tu viens quand même de ce milieu-là, des fois c'est difficile, je parle en connaissance de cause, de ne pas rentrer vraiment dans le coaching technique sur le combat, etc., alors que c'est pas forcément ton rôle. Qu'est-ce que tu t'imposes comme limite là-dessus? Ce qui est très important quand on bosse au sein d'un staff, et autour du combattant, il y a aussi un staff, c'est que les rôles soient bien définis. Donc, si tu veux, quand tu te retrouves dans le coin de la cage, en fonction du nombre d'hommes de coin, si on a trois par exemple, chacun doit avoir un rôle bien défini. En général, il y a un mec qui est là pour gérer toute la partie striking, donc percussion. Il y a un mec qui est là pour le sol, et puis il y a quelqu'un qui peut être là pour l'aspect motivationnel, pour les soins, etc. Donc, à partir du moment où les rôles sont bien définis, tout se passe bien. Moi, j'essaye vraiment de rester toujours à ma place. Et bien évidemment, si je ne partage pas les séances d'entraînement de mon athlète avant le combat, si je ne connais pas la stratégie du combat, le game plan, si je ne connais pas les forces et les faiblesses de l'athlète avec lequel je bosse, s'il n'a pas fait la démarche de venir vers moi voilà, pour me demander des conseils en coaching, en tout cas, je reste à ma place. Voilà. Et je pense que c'est très important. À Ouais, savoir que, c'est important, à, c'est sûr. voilà. À savoir que avant même d'être kiné, j'étais dans le coin de beaucoup de combattants et j'ai fait ça pendant des années. Si tu veux. Tu vois, je pense que c'était pareil en judo, hein. C'est souvent les élèves les plus expérimentés du club qui vont dans le coin du tatami et qui lors de la compétition, coach les combattants. Pour nous, c'est un peu pareil, voilà, que ce soit au bord d'un tatami ou dans le coin d'une cage ou d'un ring. Ouais, ouais, bien sûr, c'est ça l'idée, mais tu vois, je trouve ça difficile de pas mettre ton grain de sel technique quand on te le demande pas. Des fois, c'est un peu, ça vient tout seul, tu vois. Ouais. Non, il C'est un faut peu pas. difficile C'est super de se limiter. important. Ouais. C'est super important. Et en plus, si l'athlète dans la cage, il a trop d'informations qui arrivent en même temps, trop de voix différentes, etc. Si jamais toi, tu lui conseilles de faire quelque chose qu'il n'est même pas capable de faire, voilà, non, non, ça, c'est super important hein, que tout soit calme, que tout soit cohérent, etc. Ah ouais. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que voilà, dans ce genre de combat, il y a un game plan, on va dire, qui est mis en place normalement par l'entraîneur. C'est pas on rentre dans la cage et on se casse la gueule. C'est pas du tout ça le truc. Il y a vraiment une réflexion autour de l'adversaire qui est analysée, etc. Donc, faut vraiment essayer de limiter l'impact qu'on peut avoir en termes de conseils là-dessus. Rémi, je Ah te ouais, pose une tout à fait. question. Je sais même pas quel âge tu as. 35 ans, 36 ans, pardon. 36 ans. 36 ans. Tu sais même plus ton âge comme moi. C'est qu'on vieillit, ça. 36 ans, ok. T'es diplômé de quelle année, du coup? 2009? 2010.
2010, ok. Ça roule à Paris? à Paris, Tac. de l'IFMK Saint-Michel. Voilà. Qu'est-ce que tu te rappelles de tes études de kiné? Est-ce que tu les as trouvées bien par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu sais aujourd'hui, surtout, sans dénigrer l'école, hein, évidemment, c'est pas du tout la question. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, mon point de vue, moi, je ne me suis pas du tout éclaté à l'école de kiné. À l'époque, je savais déjà que je voulais faire de la kinésithérapie du sport. J'enchaînais les stages comme tout le monde hein, en gériatrie, à l'hosto, etc. Donc, j'ai vraiment eu du mal à m'épanouir, je pense, pendant mes études. Je me rappelle de certains modules de kiné du sport où on n'a pas du tout pratiqué. On avait des cours complets de plusieurs heures sur l'électrothérapie, etc. Donc, si tu veux, il y a énormément de choses qui m'ont bassiné. Et il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup plu. L'anatomie, j'aimais beaucoup. La biomécanique, j'aimais beaucoup. Et je pense que c'est des notions qui sont essentielles et qui me servent encore aujourd'hui. Voilà, donc si tu veux, il y avait du bon et du moins bon. Je pense qu'en tant que kinésithérapeute, on se doit d'être les spécialistes du mouvement et tout le côté actif de la rééducation comme de la réathlétisation, ben, j'ai trouvé que c'était un grand manque en école de kiné. Est-ce que toi, tu interviens dans des écoles de kiné actuellement ou tu fais que des formations post-diplôme? Non, non, j'interviens pas dans des écoles de kiné. J'ai bossé pour un institut qui forme les kinés au diplôme de kiné du sport pendant un temps. Et maintenant, je forme les kinés et les coachs à ma méthodologie directement. Ok, tu as été contacté par des écoles, j'imagine? J'ai déjà été contacté par une école. Ouais. Et Voilà. ça t'intéresse pas de rentrer dans le Non, truc? non, non, pas pour l'instant. Ok. Euh, c'est intéressant tout ça dans le sens où je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Tu vois, moi, je suis diplômé de 2016, donc ça fait pas très longtemps, ça fait 6 ans. Euh, et j'interviens dans certains IFMK pour essayer de propager la bonne parole, on va dire, parce que bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas d'un point de vue financier que c'est intéressant. Au contraire, on perd de l'argent à aller là-bas, clairement. Euh, mais je pense que ce que les étudiants kinés apprennent actuellement, ça n'a pas trop changé par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce que j'ai appris. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses orientées vers ce qui fonctionne aujourd'hui et orientées vers le mouvement. C'est un peu triste, mais je pense que c'est amené à changer, peut-être, je l'espère du moins. Pourquoi avoir lancé je vais dire ton organisme de formation? Je ne sais pas si tu as un organisme de formation ou juste des formations comme ça. Donc, j'ai monté mon institut de formation, Physiosport Consulting, via une société. Et ça fait 2 ans donc, que je forme les kinés et les coachs, parce que c'est ouvert à la fois aux kinés et aux coachs. Euh, euh, donc, je les forme à ma méthodologie en préparation physique et en réathlétisation. L'idée, c'était vraiment de redonner, de transmettre ce que moi j'ai appris lors de mes différentes formations, dont beaucoup à l'étranger, et voilà, et de redonner ce que j'ai pu apprendre grâce à toutes mes expériences de terrain, si tu veux. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Ben, déjà parce que j'ai eu énormément de demandes et parce que j'ai toujours aimé transmettre. Voilà, donc quand je bossais en libéral, j'ai toujours eu des stagiaires, je me suis toujours éclaté avec eux. Euh, Comme tu le sais, je suis assez présent sur les réseaux, j'ai des questions tous les jours en ce qui concerne l'entraînement, en ce qui concerne la kiné, la réathlée, etc. Et donc pour moi, c'était un moyen déjà de rencontrer mes confrères, de transmettre, d'essayer vraiment de donner des outils clés en main à mes confrères pour qu'ils soient capables rapidement de mettre en place des séances de réathlée, des séances de prépa, etc. Alors, on se comprend beaucoup parce qu'on fonctionne exactement de la même manière. Tu vois, moi, j'ai tout le temps des stagiaires avec moi pour leur donner de la connaissance, on va dire, et pour échanger avec eux. Et j'aime bien les rendre meilleurs à la fin de leur stage. Et puis, eux aussi te rendent meilleurs parce qu'ils t'aident à réfléchir. Et on a eu pas mal de demandes pour lancer un truc de formation et on a fait notre organisme aussi tout pareil. D'ailleurs, on a eu pas mal de kinés qui s'étaient formés avec toi, qui étaient très contents de tes formations. Donc, on tourne autour des mêmes choses. Toi, vraiment, tu as ta spécificité avec les sports de combat et le foot. Donc, c'est très intéressant. Tout ça est complémentaire, évidemment. Tu as parlé vite fait des réseaux sociaux. C'est une question que je voulais aborder. Une question qui est très importante aujourd'hui. Toi, tu as 36 ans, donc tu n'es pas né avec les réseaux sociaux, clairement pas. Tu as dû développer tes compétences là-dedans, je pense, à un âge déjà un petit peu plus avancé. Comment tu les gères actuellement, sachant que tu as énormément d'abonnés sur Instagram? Je ne sais pas à combien tu es là, tu sais à peu près ou pas? Ouais, je dois être à 80, 86 000, quelque chose comme ça.
ce qui est assez énorme. Donc, j'imagine même pas le nombre de messages que tu dois avoir par jour. En plus, à mon avis, il y a pas mal de supporters de l'équipe nationale qui t'envoient des messages. Donc, ils sont assez demandeurs. Je sais, quand on avait fait un live, j'en avais reçu beaucoup après. Et c'est pas forcément facile de répondre à tout le monde. Comment tu gères tes réseaux sociaux? Est-ce que tu fais tout seul? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide, un espèce de community manager pour créer tes posts, etc. Sachant que tu publies régulièrement, tu mets toujours des stories, tu es toujours actif. Et ça, voilà, ça crée une certaine hype autour de tout ça qui te permet aussi d'être plus visible et forcément de développer tous les business qui vont à côté. Et c'est comme ça que ça fonctionne actuellement en 2022. Donc, c'est important de maîtriser cet outil. Comment tu as fait pour gérer tout ça? Alors, si tu veux, j'ai une petite équipe autour de moi. Donc, voilà, l'équipe On Fire Management. Donc, c'est des mecs qui bossent dans le management de carrière sportive depuis des années. Ils s'occupent aussi de la com de pas mal d'athlètes. Donc, ils me conseillent. J'ai des mecs aussi pour la vidéo, pour la photo, qui viennent bosser avec moi régulièrement. Mais sinon, pour le contenu, c'est vraiment très instinctif. C'est pour ça aussi que, si tu veux, que c'est pas trop énergivore pour moi. C'est-à-dire que voilà, bah, je suis sur une séance de prépa physique avec mes gars, bah, je fais une petite story. Tac, j'ai 20 minutes devant moi, je crée un petit post. Donc, vraiment, je me casse vraiment pas la tête. C'est pour ça que le contenu de ce que je propose, il est parfois un peu anarchique. Si tu veux, si tu regardes mon feed, bah, ça part un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas forcément d'harmonie, en tout cas au niveau du design, etc. Donc voilà, en fait, je ne me casse pas trop la tête. Tout s'est fait de manière très instinctive, hein. J'ai commencé à partager sur les réseaux parce que, bah, déjà parce que j'allais regarder ce que faisaient mes confrères. À l'époque, surtout, j'étais un grand fan de la méthodologie US, donc en prépa physique comme en kiné, donc j'allais voir ce qui se passait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à créer un petit peu de contenu, et puis les choses ont pris comme ça, quoi. Voilà, j'ai fait les choses vraiment de manière très instinctive, et c'est ce que je continue aussi à faire aujourd'hui. Tu me dis que c'est pas trop énergivore et chronophage pour toi. En gros, combien de temps tu consacres à Instagram? Parce que c'est ton premier outil de communication. Je sais pas si tu es beaucoup sur Ouais. Facebook. Non, 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 non. Non, non, Combien de temps tu Facebook, consacres par jour? j'en sais rien, mais plusieurs heures, c'est sûr, hein. Hmm. Si tu veux, je consacre, c'est-à-dire que je fais beaucoup de stories, je regarde les stories de mes confrères, je regarde les stories de mes athlètes. Donc, dès que j'ai 5 minutes, je suis sur mon téléphone, hein. Voilà, c'est pas forcément une, une très bonne chose. J'essaie vraiment de couper le week-end, mais plusieurs heures, c'est sûr. Est-ce que tu as mis une limite sur ton téléphone qui te dit Non, attention, tu as dépassé? Ah, faut que tu le fasses, mon gars. non, 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 pas du tout, mais des fois, ça fait flipper, hein, quand je regarde le temps d'écran. Ouais, ça fait Ouais, peur, hein. ouais, vraiment. Ça fait peur, ça fait peur. Euh, alors, et sans langue de bois, qu'est-ce que tu penses actuellement des réseaux sociaux et de tout ce qui s'y produit, tout ce que les gens partagent en kiné, en prépa physique, etc. Et le fait que tout le monde se lance actuellement à créer sa propre page sur les réseaux sociaux, à donner du contenu gratuit, essayer d'éduquer les gens, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a du bon et du moins bon. Et beaucoup de kinés et beaucoup d'athlètes ne sont pas éduqués à savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, si tu veux. Euh, donc, les réseaux sociaux, c'est bien pour se faire une idée, c'est bien pour échanger, etc. Mais ça ne doit pas remplacer la formation, en tout cas. Tu vois, on voit énormément de confrères, hein, qui essayent de reprendre certains exercices, certaines méthodologies, etc., parce qu'ils ont vu des choses comme ça qui traînent à gauche, à droite. On voit beaucoup d'athlètes aussi qui reprennent des exercices qui sont très Instagrammables, etc. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer, pour les kinés, la formation, et pour les athlètes, c'est pas parce que tu as vu un exercice sur les réseaux sociaux qu'il faut forcément le reproduire, et les réseaux sociaux ne remplacent pas un coach compétent non plus. Alors Voilà. ça, c'est sûr, c'est vraiment important. J'ai vu la dernière fois passer un truc, un mec qui disait, il n'y a pas besoin de se former avec les réseaux sociaux, on a accès à tout, c'est complètement faux. D'ailleurs, si vous voulez vous former avec des équipes de qualité, je vous mettrai le lien du site de Rémi en description. Vous pourrez aller regarder, il y aura toutes ces offres de formation, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, il produit de la qualité et il faut aller se former auprès de gens qui bossent bien et intelligemment, du moins. Alors, je reviens un petit peu sur la partie kiné. Tu as beaucoup de kinés, je pense, dans tes formations. Tu as des coachs aussi, comme tu as dit, mais à mon avis, tu as pas mal de kinés. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que déjà tu es très loin de la kinésithérapie libérale actuelle, conventionnée? Est-ce que tu as toujours des amis qui bossent? Est-ce que tu échanges avec eux sur comment ça se passe, etc. Qu'est-ce que tu penses de la kiné actuellement? Est-ce que tu penses que ce système il est viable sur le long terme ou est-ce que les gens qui travaillent comme toi et moi sont un peu plus dans le futur, je vais dire ça entre gros guillemets, de la façon dont ça va se développer ou pas?
déjà, je pense que par rapport à ça, les choses elles vont quand même dans le bon sens. Regarde, euh, moi, mes formations, elles sont toutes full très rapidement. Il y a énormément de personnes sur les attentes. Je pense que pour toi, c'est pareil. Les formations en kinésithérapie du sport, elles font le plein. Les gens, on le voit via les réseaux sociaux, sont de plus en plus curieux. Donc, j'ai l'impression que les choses vont plutôt dans le bon sens. Et je pense que le métier de kiné, il en est vraiment ce que tu en fais. Donc, si tu n'as pas cette paresse, cette fainéantise de dire, allez, mon cabinet tourne, je ne me remets pas en question, je ne me forme pas, etc., je remplis le frigo comme ça, et que tu as envie aujourd'hui de te former, et ben, c'est possible. Donc, j'ai le sentiment que les choses vont dans le bon sens. Euh, la place que prend le traitement actif dans la plupart des pathologies, en tout cas en ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques, ben, a fait ses preuves. Je pense que c'est aussi ce qui est enseigné un petit peu partout maintenant. Donc j'ai le sentiment que les choses vont dans le bon sens. Après, le problème, c'est qu'on est en contact, nous, avec des kinés qui se forment, avec des kinés qui sont motivés. Donc voilà, je ne me rends pas vraiment compte de ce qui se passe aux quatre coins de la France, voilà, dans les cabinets de chacun. Mais voilà, j'ai plutôt bon espoir sur l'évolution, en tout cas des prises en charge en kiné du sport de manière générale. C'est bien, t'es positif sur le futur, donc c'est intéressant. Je vais être un peu plus modéré que toi dans le sens où je suis plutôt d'accord, tu vois, à 90%, mais malheureusement, il y a trop de confrères qui bossent pas très bien et je le sais parce que je vois pas mal de gens qui viennent en consulte un peu de suivi et qui font leur rééducation ailleurs et ce qu'ils me disent des fois sur la rééducation qu'ils font, ça me donne envie de me taper la tête contre la table. Enfin bref, c'est le système qui est comme ça, mais je pense que ça va quand même changer et les gens qui sont acteurs de la formation comme toi aident justement les kinés à se former, à être meilleurs. Mais encore une fois, il faut que tout le monde se lance dans cette idée de formation et de devenir meilleur tous les jours, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Du coup, je résume. Tu fais du suivi en prépa physique pour des athlètes, que ce soit des footballeurs, des combattants, etc. Tu fais aussi de la récup, tu fais du suivi de tes athlètes en face-to-face pendant les entraînements, tu fais de la formation, tu t'occupes de l'équipe nationale, etc. Comment tu trouves du temps pour faire autre chose, pour avoir une vie bah, qui n'est pas liée au travail? Est-ce que tu trouves du temps? Est-ce que tu te forces à prendre du temps? Est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que tu en as? Bah, le problème, c'est que j'aime tellement ce que je fais que je peux bosser 7 jours sur 7. Et si tu veux, ça me dérange pas. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que dans le futur, va falloir que je fasse des choix. Tu vois, par exemple, en ce qui concerne la formation, bah, je donne peu de dates. Pour l'instant, je n'ai pas de prochaine date de prévue. Je serai juste à Bordeaux là, le 19 et le 20 février. Et après, je n'ai pas d'autres dates parce que j'ai très peu de visibilité forcément sur le planning parce qu'il faut me déplacer avec l'équipe nationale, parce qu'il faut me déplacer chez certains joueurs, parce qu'il y a énormément de dates de combat. Et pareil, je vais me déplacer là-dessus. Donc, c'est dur hein, de tout faire en même temps. Et puis parfois, quand on fait trop de choses, eh ben, on peut avoir tendance à les faire mal. Tu vois, moi, je me suis énormément formé. Je tournais parfois à 5 6 formations par an. Ben maintenant, je me forme peu. Je me forme peu parce qu'à chaque fois qu'il y a une formation qui m'intéresse, je regarde les dates et je suis pas dispo, tu vois. Donc, voilà. Donc, je suis peut-être un petit peu pris dans l'engrenage de vouloir en faire trop. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai le même problème parce que notre métier et enfin, notre façon de travailler, c'est notre passion, c'est quelque chose qui nous anime. Tu l'as dit au départ, c'est vraiment ça qui te motive plus que l'argent ou plus que voilà, tout ce qui tourne autour de ça, d'avoir une certaine hype sur les réseaux sociaux, etc. Ça, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment de faire ce que t'aimes et quand tu fais ce que t'aimes, ça fonctionne bien. Mais malheureusement, ça prend un peu le pas sur ta vie personnelle dans le sens où tu as moins de temps pour faire des choses bah, perso, on va dire, même si tu t'épanouis beaucoup plus que la plupart des gens dans ta journée parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Est-ce que le problème là-dedans, en fait, c'est pas plus, si c'est un problème, hein, mais comment ton entourage vit le fait que tu bosses en fait tout le temps, que tout est tourné vers ton travail tout le temps? Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir autour de moi une famille, des amis qui sont très compréhensifs par rapport à ça. Mais après, quand je coupe, je sais couper. C'est-à-dire que j'essaye de prendre, tu vois, 2 à 3 semaines de vacances par an où je bouge et je coupe complètement, pas de téléphone, je prends vraiment du temps pour mes proches, famille ou amis. Et puis, en général, le week-end, j'ai toujours un jour, soit samedi, soit le dimanche, où je fais la même chose. Donc voilà, j'essaie vraiment de dissocier quand même le taf du reste.
Après, forcément, même en vacances, le téléphone, il est là, il est branché, j'essaie de rester connecté. Pendant les vacances, j'essaie d'être en mesure de répondre aux problématiques de mes athlètes. Voilà. L'été, c'est compliqué aussi parce qu'il y a, tu vois, il y a des pré-saisons, en tout cas dans les sports co. Mais voilà, en tout cas, quand je coupe, j'essaie de le faire pour de vrai. Et je ne suis clairement pas un exemple à suivre pour ça, hein. Donc, ce n'est pas un conseil que je donnerais à tous mes confrères. On peut être passionné et réussir à prendre du temps pour soi. C'est clairement pas indissociable. Voilà. Et ça, il faut le faire dès le départ. Après, quand vous engagez en kiné du sport, quand vous engagez à vouloir bosser avec le haut niveau, c'est comme ça. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Les athlètes, ils peuvent se blesser n'importe quand, ils peuvent avoir besoin de vous n'importe quand. Voilà, c'est comme ça. C'est sûr que c'est difficile. C'est quand même compliqué de faire ça dès le départ parce que forcément, tu fermes des portes. Tu vois, s'il y a des jours où tu bosses pas, où tu réponds pas à tes clients, etc., c'est un peu compliqué, je trouve. Mais est-ce que tu as déjà pensé à déléguer? Tu vois, je reprends l'exemple des formations, que ce soit Ouais, quelqu'un d'autre qui donne la formation à ta place. ouais, je le fais. Je délègue, ben, tu vois, là, par exemple, quand je suis en équipe nationale, donc j'ai formé des coachs à ma méthodologie et ces coachs-là prennent le relais avec mes fighters, avec certains joueurs, etc. Voilà, pour la formation, c'est pas encore le cas parce que mon collègue ne se sent pas encore de donner la formation tout seul, mais j'espère que dans le futur, ce sera possible et pourquoi pas un jour déléguer même donc la formation à un confrère qui se sentirait capable de le faire. Voilà. Est-ce que c'est dur pour toi de choisir les personnes ou est-ce que tu fais confiance facilement dans ce genre de schéma, on va dire? Non, je ne fais pas confiance facilement du tout. Je ne fais pas du tout confiance facilement. J'ai besoin de vraiment connaître la personne depuis longtemps, savoir comment il bosse, voilà, savoir s'il est en mesure de donner du sien. Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis surtout, c'est compliqué de trouver mon profil en réalité, d'avoir un gars qui ait une approche holistique, comme celle que je propose auprès de mes athlètes, que ce soit sur le versant kiné, sur le versant prépa, etc. Et en plus, qui connaissent le MMA quand ça concerne ce sport-là. Donc, c'est compliqué de déléguer, quand même. Combien t'as d'athlètes en suivi? Alors, perso, je pense que c'est très compliqué de dire, mais en gros, là, en ce moment, tu vois, par mois, combien ton entreprise de suivi suit d'athlètes? Alors, moi, en Indiv, j'ai vraiment réduit ces derniers mois le nombre d'athlètes que je suis pour proposer ben, le meilleur service possible. Donc, tu vois, là, en ce moment, je me concentre uniquement sur les mecs qui ont des échéances. Donc là, en ce moment, en Indiv, je dois avoir 5 6 combattants. Des joueurs de foot, pareil, je dois en avoir 5 6. En tout cas, des joueurs chez qui je me déplace au cours de la saison. Et en suivi à distance, je dois avoir entre 150 et 200 athlètes. Voilà, Donc, ces 150 et 200 athlètes, tu les suis via une application, je crois, si je dis pas de bêtises. exactement. Donc, j'ai Comment tu mis as en lancé le place. truc? Ouais, comment tu as lancé l'appli et tout? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui demande énormément de temps, énormément de logistique, énormément de gestion, sachant que voilà, toi, tu sors pas d'une école d'ingénieur en informatique, en application, donc tu peux pas créer ça toi-même, tu vois, c'est des choses qui sont assez complexes. Ouais, complètement. Euh, comment tu as fait tout ça? Parce que c'est quelque chose qui est très, très intéressant, je pense, pour le futur, encore une fois. Alors, si tu veux, il y a vraiment de très. Je pense que je n'étais pas diplômé encore. Donc, quand j'avais des patients ou des sportifs au cabinet, bah, j'essayais toujours de leur proposer ben, un programme d'entraînement ou de réathlétisation post-séance de kiné. Et donc, du coup, je leur envoyais un système de PDF. Ce même système de PDF, ben, j'ai commencé à le faire avec un athlète, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis beaucoup trop. Et en plus, le plus souvent, je le faisais à titre gratuit. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de leur proposer une continuité dans leur prise en charge après ce que je faisais au cabinet. Et à un moment, ben, il a fallu que j'automatise ce système-là, parce que j'ai eu de plus en plus d'athlètes en préparation physique pour les sports de combat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand j'ai commencé à me déplacer, pour qu'il y ait une continuité dans la prise en charge en préparation physique, ben, il fallait que j'envoie des programmes. Et pendant le premier confinement, ma tête, elle allait exploser. Je devais envoyer plus de 50 PDF par jour. C'est devenu très compliqué. Et donc, j'ai mis en place avec mon équipe donc de OnFire une web application qui m'a permis d'automatiser tout le process. Et donc, aujourd'hui, j'ai entre 150 et 200 combattants, amateurs, professionnels qui suivent ma programmation à l'année via cette web application.
cette web application donc, me permet d'envoyer ma programmation à tous mes fighters. Cette programmation, elle s'individualise automatiquement à l'approche des compétitions. Et elle me permet aussi, mais ça, c'est un autre coup, de faire des prises en charge 100% individualisées. Voilà. Donc, j'ai vraiment cherché à automatiser tout le process en ce qui concerne les suivis à distance. Là, on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect marketing de tout ça, parce que c'est quelque chose qui est très important quand on fait quelque chose qui est déconventionné comme nous. Je suis pas sûr d'avoir vu passer genre une page Instagram dédiée à cette appli. Non, Tout est via ton image à toi? ouais, complètement. Euh, Pourquoi? Pour l'instant, j'ai pas du tout mis le paquet en réalité sur la com. J'ai jamais créé un tunnel de vente. J'ai pas démarché d'influenceurs. Même quand certains de mes athlètes me proposent de le faire, en général, je leur envoie même pas la vidéo de promo. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être en mesure de répondre et de garder la proximité avec les mecs que j'ai en suivi. Donc, tous les mecs qui suivent ma programmation, en général, ça passe par un message privé au départ, quelques notes vocales. Voilà, j'essaye de garder pour l'instant cette proximité-là. Cette web application va devenir dans les prochaines semaines une application Apple Store, Android. On va même s'ouvrir à d'autres sports. On va intégrer énormément de choses dans l'application. Il y aura le volet nutritionnel, il y aura des programmes de prévention, il y aura des algorithmes pour tout, pour la gestion de la charge d'entraînement. Et une fois qu'on aura vraiment développé ce truc-là là, sur Apple Store, sur Android, là, on va lancer la com pour de vrai. Voilà. Tu vois, je parlais de ça avec mon associé hier, c'est très très intéressant. Est-ce que tu as une idée du coût global que prend le développement d'une application vraiment sur l'App Store, sur Android, etc., pour Ouais, que ce soit qualitatif, etc. Combien ça coûte? bah, c'est très cher hein, si tu veux faire. Moi, je prends mon exemple hein, l'application, le développement de l'algorithme, la com, les vidéos, etc. Faut 35-40 000 € facilement pour tout faire. Rendez-vous compte de ça, ceux qui écoutaient le podcast, là, c'est vraiment des choses qui coûtent très très cher. Donc forcément, ça ne peut être que de la qualité si c'est bien fait. Et forcément, le coût est important quand tu suis ce genre de programme et ce genre d'application. C'est forcément logique dans le sens où voilà, tu ne vas pas produire un contenu qui est tout pourri et forcément, ça te prend énormément d'énergie déjà mentale, énormément de temps et énormément d'argent aussi parce que les 40 000 balles, il faut les mettre sur la table pour créer ce genre de truc. Mais je pense que vraiment, moi, tu vois, si tu développes ta com là-dessus, et je sais que tu vas bien le faire, c'est quelque chose qui peut avoir un impact monstrueux. Après, est-ce que le but final, c'est d'avoir 2000, 4000, 5000 athlètes pour faire énormément de bif? Je ne suis pas sûr que c'est ça qui te motive parce que vu ce que tu nous as dit au début, c'est plutôt faire de ta passion un travail qui aide les autres et ça, c'est très important. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. N'oubliez pas ça, ceux qui nous écoutaient là, vraiment. Tant qu'il n'y a pas la passion, en fait, le reste, ça sert à rien. Moi, j'ai fait comme Rémi au départ. Mes patients, je leur filais. J'ai fait même pire que toi. Je leur écrivais leur programme à la main en fin de séance. Ça me prenait 10 minutes. Je faisais limite des dessins d'exercices, etc. Après, j'ai fait des fichiers Excel que je transformais en PDF, que j'envoyais. Après, j'ai fait des drives pour qu'ils mettent automatiquement. Là, au bout d'un moment, tu n'as plus le temps. C'est juste une galère. Du coup, tu passes à l'application et c'est plus simple. Mais au départ, tout ça était gratuit. Maintenant, c'est monnayable parce que c'est devenu notre métier. Mais au départ, c'était gratuit et c'est comme ça qu'on lance les choses. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, complètement, complètement. Si tu veux, en ce qui concerne la réathlée, la prépa et tout, il y a un vrai tabou en ce qui concerne l'argent. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est aussi dû à notre métier de base, hein, qui est la kiné et qui est l'accès gratuit aux soins pour tous, ce qui est, je pense, une bonne chose. Mais voilà, je pense qu'il faut pas être timide par rapport à ça. Je pense que en plus, ce qu'on propose en termes de contenu, bah, ça vaut largement l'investissement. La santé n'a pas de prix. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir se développer de plus en plus hein, sur les prochaines années, quoi. Bah, c'est clair, parce que s'il y a des mecs comme toi qui montrent la voie, ça va forcément inspirer d'autres personnes. Mais encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez, il faut qu'à la base, il y ait de la motivation derrière tout ça pour faire quelque chose que vous aimez. Parce que si c'est juste pour se dire, ouais, je vais faire comme Rémi, je vais faire de l'oseille, je vais faire un truc où je suis chez moi, où je fais le tour du monde, etc. Non, c'est pas ça la vraie vie. Rémi travaille tout le temps, comme il l'a dit. C'est quelque chose qui a demandé énormément d'expérience et t'en engranges encore et ça te permet d'affiner tes suivis et ce que tu fais. Et ça, bah, ça s'achète pas et c'est pas inné, on va dire. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est clair que la passion, ça doit tout driver.
Et puis si on ne reste pas passionné, il y a un moment, ben, on s'ennuie dans ce que l'on fait. Donc forcément, pour nos confrères qui font des journées interminables au cabinet de 10-12 heures, si derrière, tu n'es pas passionné, si tu ne te formes plus, si tu ne te remets pas en question, il y a un moment, ben, les journées elles deviennent terriblement longues, quoi. Je vais te poser une question qui va te faire faire un peu d'introspection sur toi-même. C'est pas facile de répondre du tac au tac, mais qu'est-ce qui te motive vraiment dans tout ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des choses différentes? Je sais que c'est ta passion, c'est ce que tu aimes au fond de toi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te donne cette volonté de voilà, travailler quasi tout le temps, euh, avoir des athlètes qui sont potentiellement euh, plus demandeurs que la plupart des athlètes que les gens lambda peuvent avoir en suivi? Développer des choses à grosse échelle comme l'application, etc. Qu'est-ce qui te motive vraiment à faire tout ça et à développer tout cet écosystème autour de toi? Bah, si tu veux, hein, je pense que c'est un peu la continuité de mon passé sportif, de ce que j'aurais voulu faire. C'est-à-dire que je vis à travers les victoires de mes athlètes, ce que peut-être je n'ai pas pu vivre en tant qu'athlète. Donc vraiment, le fait de prendre part euh, à leur projet de vie, à leur projet sportif, à leur victoire, à leur défaite parfois, ben, je pense que je m'épanouis vraiment là-dedans. Voilà, donc c'est vraiment ça qui me motive au quotidien, c'est de voir mes mecs progresser, voir mes mecs remporter des trophées. Voilà, je, je vis, je pense, le rêve avec eux. Voilà. Est-ce que tes athlètes ils sont reconnaissants du travail que tu fais pour eux ou est-ce que des fois tu as un sentiment de manque de reconnaissance ou que les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ce que tu fais? Je pense que non, mais on ne sait jamais. Non, j'ai de la chance. Déjà, je bosse avec des mecs qui au niveau humain, sont top. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, parfois, il n'y a même pas besoin de mots, hein. C'est-à-dire que la vraie reconnaissance, c'est la progression, c'est les trophées, c'est tout ça. Voilà. Moi, je ne suis pas forcément un grand fan des déclarations de mes athlètes. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Si les mecs performent en termes de reconnaissance, ça me ça me suffit largement. Après, comme dans tous les corps de métier, hein, tu peux être confronté à l'ingratitude. Forcément, nous, on a un métier où on donne beaucoup. On donne beaucoup de notre temps. Et puis le temps, c'est très précieux. On donne beaucoup de notre énergie, parfois à nos propres frais. Hein, moi, j'ai travaillé dans énormément de sports où il n'y a pas de sous. Je me suis déplacé parfois à des milliers de kilomètres à mes propres frais pour coacher, pour préparer physiquement, pour soigner parfois. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, faut pas attendre un retour direct de tes investissements, sinon tu fais rien, quoi. Mais voilà. Ouais, bien sûr, tu as complètement raison là-dessus. Quel est justement ton meilleur souvenir en tant que, bah voilà, en tant que personne de staff, que préparateur, etc. J'imagine qu'à la CAN, forcément, ça devait être Ouais. un sentiment incroyable. Mais quel est ton meilleur souvenir de victoire ou de moment, même ça peut être un entraînement, un truc qui s'est passé à un entraînement, etc. Autour de ton travail? Bah, déjà, les deux trophées hein, qu'on a ramenés avec l'équipe nationale algérienne. Donc, la CAN en 2019, c'était exceptionnel. La Coupe arabe, là, au Qatar, au mois de décembre. Donc, vraiment, ça, c'est incroyable. C'est pas la victoire en tant que telle. C'est plus le bonheur que tu donnes aux gens. Quand on a défilé à Alger après la CAN, de voir des millions de personnes dans la rue heureux, ben, c'est juste incroyable. En plus, moi, je suis d'origine algérienne, donc voilà, de voir mes compatriotes avec le sourire, en gros, vraiment voir la joie que tu donnes aux gens, c'est fou. Pour du sport, c'est fou. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis, j'ai un super souvenir aussi en MMA avec un athlète avec lequel je bosse depuis très longtemps, qui s'appelle Morgan, et qui a remporté, je ne me rappelle même plus c'était quand, peut-être il y a un an et demi, la ceinture d'une grosse organisation européenne qui s'appelle le Cage Warrior. Donc ça, c'était aussi un super souvenir, l'aboutissement de longues années de travail. C'est intéressant parce que t'as la différence entre l'individuel qui touche un peu moins de monde, même si Morgan a beaucoup de supporters, de fans, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais de gens qui suivent son parcours. Tu fais le distinguo avec l'équipe d'Algérie où il y a voilà, un nombre de supporters incalculable. C'est clairement intéressant de voir les deux, mais au final, le sport transmet beaucoup d'émotions et beaucoup de joie quand ça se termine bien.
Et quand tu es au cœur de ça, ça doit vraiment être cool dans le staff. Quand tu défiles sur le bus et tout, ça doit vraiment être un sacré délire. Donc, ouais, ça devait être top. Et les sentiments de joie devaient vraiment être intéressants. Comment ça se passe là? Je sais pas si tu peux en parler, mais justement pour Morgan, pour la suite, je pense à ça là tout de suite parce que j'ai pas vu trop de trucs passer. Généralement, je le vois régulièrement dans mon Ouais, feed ou sur YouTube. ouais. Donc, Morgan, hein, c'est un combattant qui est très actif. Il est très jeune et il a énormément de combats déjà à son actif. Pour un combattant de son âge, hein, je sais pas de conneries, il doit avoir facilement 25 combats professionnels. Euh, c'est un charbonneur. C'est un mec qui bosse beaucoup. C'est un mec qui loupe jamais une séance d'entraînement. Moi, en nombreuses années de travail, il n'a jamais loupé une séance de préparation physique. Je le dis toujours, mais c'est quand même assez exceptionnel. Malheureusement, Morgan, sur son dernier combat, il s'est blessé. Donc, il a une fracture au niveau du plancher orbital. C'est pas complètement remis. Donc là, on doit faire une imagerie de contrôle au mois de mars. Et si tout est OK, il va pouvoir reprendre les sparring. Et l'idée, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même parce que personne ne le sait. On doit combattre cet été. Voilà, cet été à Paris en plus. Donc une grosse organisation qui va venir à Paris avec Morgan en tête d'affiche. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, bon, de toute façon, le podcast va sortir tard. Je t'ai dit avril, ce sera peut-être mai, donc juste avant, tu vois, à mon avis, ce sera déjà sorti les dates, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Euh, Rémi, déjà, alors merci pour ton temps parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. T'as Ouais. des trucs à faire après. Je vais te poser deux dernières questions. Mhm. Petite question de réflexion que je pose à tous les invités sur le podcast. C'est une question qui est très, très importante pour moi, qui va nous permettre de comprendre un petit peu tout ce que tu as dans la tête autour de tout ce que tu fais, et ça va rejoindre tout ce que tu nous as dit au début du podcast, je pense. Je vais te citer une liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des mots, des termes qui t'évoquent quelque chose, qui sont directeurs pour toi, tu vois, qui dictent un peu ta vie, dans lesquels tu te retrouves, etc. Et je vais te donner une liste et tu vas devoir m'en garder que trois. Ok, celles D'accord. qui te représentent le plus ou celles qui sont les plus importantes pour toi. T'es prêt? Ouais. Je t'en donne pas trop, comme ça, t'as le temps de réfléchir et de noter celles qui te paraissent le plus importantes. Ambition, amitié, amour, audace, autodérision, cohérence, combativité, courage, efficacité, égalité, excellence, exemplarité, famille, fidélité, gentillesse, humour, intelligence, justice, liberté, patience, performance, pouvoir, respect, solidarité, travail et volonté. Lesquels tu me gardes dans tout ce que je t'ai dit, tu dois m'en garder trois qui sont pour toi majeurs, on va dire. Déjà, la patience. La patience, moi, je pense que dans la vie, tout vient à point à qui sait attendre. Et ça va rejoindre un deuxième mot que tu as dit, par le travail. C'est-à-dire, tu vois, on me demande souvent qu'est-ce que je peux faire, moi, pour intégrer un staff sportif ou qu'est-ce que je peux faire pour performer. Ben, de la patience. Voilà, de la patience, de l'abnégation, ne pas cramer les étapes. Et je pense que quand on est patient, quand on travaille, ça rejoint la, la deuxième valeur qui, à mes yeux, est essentielle. Ben, on atteint toujours ses objectifs. Le deuxième, c'est le travail. Moi, je crois vraiment au travail. Je crois vraiment au travail. J'ai vu des profils qui n'étaient vraiment pas prédestinés à faire grand-chose et qui ont fait de grandes choses, soit sur le plan sportif ou sur le plan professionnel. Donc, le travail. Le travail, le travail, le travail, le travail. Et enfin, la famille, parce que la famille, c'est la base de tout, c'est l'équilibre. Voilà. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes parents, grâce à mes proches. Donc voilà. Mais patience, ouais, patience et travail, c'est la base, quoi. C'est la base. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Moi, ma première valeur, c'est le travail, donc on se rejoint là-dessus. Si vous travaillez régulièrement et intelligemment, eh ben, vous allez atteindre vos objectifs et tout ça, ça fait du lien avec la patience. Effectivement, c'est une valeur qui est importante. Rémi, dernière question pour clôturer tout ça et pour remettre du contexte là-dedans.
c'est une question qui n'est pas forcément facile à appréhender, mais qui est assez intéressante d'un point de vue humain. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel qui nous entoure? Alors, je ne parle pas de coronavirus, de tout ça, on s'en fout, c'est pas absolument pas la question. De la tournure que prend le monde, on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, qui sont très très développés, les gens vivent un peu à travers ça, il y a tout ce qui se passe avec le métaverse, tous les trucs comme ça là. Qu'est-ce que tu penses du monde et de l'avenir qui se profile pour le monde d'un point de vue humain, d'un point de vue planète, d'un point de vue vie, etc. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu es pessimiste? Est-ce que tu penses que tout le monde peut aider les autres et apporter sa pierre à l'édifice pour que le monde tourne un peu mieux? Ou est-ce que est-ce que tu es pessimiste? Tu as le droit d'être pessimiste, hein. Ouais. Écoute, alors déjà, moi, tu vois, je suis tout ce qui est métaverse, je sais pas, les cryptos, les machins, pour moi, c'est des notions qui sont complètement abstraites parce que je m'y intéresse pas du tout. Mais si tu veux, de manière générale, quand même, je suis plutôt optimiste dans le sens où j'ai eu la chance de grandir déjà dans un pays en paix, ce qui n'est pas le cas pour tous. Et ça c'est un luxe. Euh, Ça, c'est la première des choses. Ensuite, voilà, j'ai pas envie de parler politique. Moi, ça me chagrine toujours un peu, tu sais, la montée des extrêmes, Tu as le droit d'en les parler, hein, tu as le droit chaînes. d'en parler. Il y a, il y a, il Si y tu a, veux, il y a, voilà. il y a- il y a que des gens éduqués, on va dire, je mets ça entre gros guillemets, qui écoutent ce genre de podcast parce que c'est des podcasts qui sont assez introspectifs, qui t'amènent à réfléchir. Le but, c'est de réfléchir sur toi-même quand tu écoutes ça. Donc, il n'y aura pas de gens qui ont des œillères et qui réfléchissent pas. Ouais. Voilà, donc non, non. Donc, si tu veux, de manière générale, hein, je suis content d'avoir grandi dans un pays en paix. Je pense que voilà, je pense être un privilégié. Enfin, je pense qu'on est des privilégiés. Ça, c'est la première des choses. Donc, je peux pas être pessimiste par rapport à ça. Ensuite, ouais, non, non, ce qui me chagrine, hein, c'est la situation actuelle avec la montée des extrêmes, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ben, énormément de médisance sur certaines catégories de personnes. Je trouve ça toujours un peu blessant. Les chaînes d'infos françaises qui se transforment un peu en chaînes d'infos qu'on voyait aux États-Unis il y a 10-15 ans avec Fox News. Voilà, donc tout ce côté un petit peu extrême, bah, ça me dérange un petit peu, ça me chagrine un petit peu, mais voilà, je pense que l'on gagne à aller tous les uns vers les autres. Moi, je suis plutôt un humaniste de nature. Voilà, donc on va rester optimiste. Puis voilà, quoi. Je suis clairement pas bon pour parler de tout ça, hein, Non, non, mais mais moi, voilà. moi, ça me va comme Presque réponse, envie- c'est très J'ai bien. presque envie de te dire aimons-nous les uns les autres, allons les uns Mais vers les autres. c'est Et quoi? puis, Il y a des gens qui vont se dire, ouais, c'est fleur bleue, tout ça, machin. Mais en vrai, c'est la vérité, tu vois. Je pense que l'être humain, c'est quelqu'un qui est social. L'être humain est social. Et le but, c'est de s'aider tous ensemble pour améliorer des choses. Et tu es un acteur de tout ça à ton échelle, dans le sens où, avec les skills que tu as, les capacités que tu as et les connaissances que tu as dans ton métier, tu aides les autres à s'épanouir plus, avoir une vie plus remplie, parce que c'est pas qu'une question de sport au final, c'est une question de vie. Et le sport fait partie de la vie de certaines personnes. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais tu les cibles pas, on va dire. Du coup, pour moi, tu es quelqu'un qui donne la pierre à l'édifice dans le sens où tu aides beaucoup les autres, rien qu'avec le contenu que tu publies sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut plus de personnes comme toi qui aident les gens à avancer et qui ne sont pas extrêmes dans le sens où tu prônes pas des choses qui sont négatives, tu tires pas dans les pattes des autres, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast. Encore une fois, les amis, réfléchissez sur ce que vous faites dans votre vie, pourquoi vous faites les choses, essayez de vous inspirer de gens comme Rémi. Même si vous n'êtes pas du tout dans le métier de la kiné ou dans le métier de la prépa physique, inspirez-vous de tout ça. C'est des parcours toujours inspirants. Moi, j'adore écouter ce genre de choses et je sais que vous aussi. Rémi, merci beaucoup pour ton temps. Thomas, J'espère merci qu'on beaucoup. refera d'autres podcasts. Ah, je vais y arriver. Peut-être plus ciblés sur la prépa ou Plus autre, mais ça, technique. ce sera. Ouais, Ouais. on pourra le faire. Je suis, Ça intéressera d'autres je personnes. suis jamais, je suis jamais très, très à l'aise pour parler de moi, en fait, tu vois. Mais Et, c'est ça qui est mais bien, tu voilà, vois, en parce tout cas, au final, ça fait plus c'était d'une heure et sympa. tu as quand même parlé de toi et je pense que c'est intéressant que les gens te découvrent, même si voilà, le but, c'est pas de dévoiler sa vie complètement. Dévoiler ses idées, ça aide à adhérer au personnage et tu es complètement en phase avec ce que tu proposes. Donc, pour moi, c'est que du bénéf. Merci encore pour ton temps. Thomas, merci. Les amis, n'oubliez pas de suivre Rémi sur les réseaux si vous ne le faites pas. Je mettrai tous les liens
en description si vous êtes intéressé par ces formations. Vous pouvez aller jeter un œil, évidemment. Comme il l'a dit, il ne planifie pas énormément de dates parce que c'est compliqué, la visibilité, mais vous trouverez votre bonheur, je pense. N'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur 5 sur toutes les applications de podcast que vous suivez. Alors, si jamais vous n'avez pas aimé le podcast, mettez une mauvaise note. Vous avez le droit totalement d'être libre à ce sujet. Mais merci encore une fois de votre soutien. Rémi, on se dit à bientôt. J'espère On va prendre un temps. que tu as Yes. apprécié tout ça et passe une bonne journée. Allez, on va aller coacher. Ça roule. Salut les amis. Salut.